Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce samedi, comme tous les autres samedis. Et samedi dernier, je m'étais arrêté sur les événements en Ukraine. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Parce que les choses se sont un petit peu aggravées. Et il y a même eu, une attaque sur une centrale nucléaire, ce qui est exceptionnel et qui est désapprouvé par le monde entier. Alors, je dois vous préciser pourquoi je suis amené à vous parler aujourd'hui. Je suis le président du Comité européen d'information et d'action. Et à ce titre-là, je suis membre du Conseil européen d'information parlementaire. Voilà mon accréditation. Et comme vous le savez, j'ai été au cabinet de M. Delors à Bruxelles comme conseiller assistant. Et quand je partais de Bruxelles, le président Delors m'a fait cadeau du Grand Atlas de l'Europe. Et j'ai eu également à faire une photo. Voilà, le Grand Atlas de l'Europe que je porte. Et c'est à ce titre-là que je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, tout a commencé, il faut le savoir, après la capitulation de l'Allemagne en 1945, en février 1945. Vous voyez, nous sommes en mars ce mois-ci. Et c'était à l'occasion de la conférence de Yalta. Cette conférence de Yalta était composée notamment de Franklin Roosevelt, qui représentait l'Amérique, de Churchill, qui représentait la Grande-Bretagne, et Staline, qui représentait l'Union soviétique. À cette occasion, les discussions portaient pour comment on va gérer l'après-guerre. Et des accords ont été passés. D'un côté, il y a eu la création de l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée en 1949. Et ensuite, il y a eu le pacte de Varsovie qui a été créé en 1955. Alors, les choses étaient partagées en deux grandes puissances. La puissance occidentale, pays libéral, et la partie communiste dominée par l'Union soviétique. Je parle bien de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique il y avait autour de l'Union soviétique toute une série de pays, de tous les pays de l'Ouest, de l'Est. Et même l'Allemagne a été partagée en deux. Il y avait l'Allemagne de l'Est et l'autre partie dans le camp libéral qui était l'Allemagne fédérale. Alors tout ça a bien fonctionné dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que tout le monde se méfiait, l'un se méfiait de l'autre, puisque les forces étaient relativement équilibrées. Et voilà qu'un homme, Mikhail Gorbatchev, secrétaire du Parti communiste soviétique, a décidé, avec quelques autres jeunes de son âge, parce qu'ils avaient 54 ans, de modifier la situation et d'atténuer en quelque sorte le système communiste. Parce que le communisme, comme nous connaissons maintenant, ce n'est plus le communisme de Lénine, hein, de Lénine, de Staline et ces gens-là. C'est devenu un communisme capitaliste. Parce que le communisme était le communisme de partage,
tout porté par l'État, c'est l'État qui décidait de tout, et c'est l'État qui donnait un petit peu tout à tout le monde, même les sportifs. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de, pour la partie football, il n'y avait pas d'équipe professionnelle, c'était des amateurs. Parce que tous ces gens-là étaient payés par l'État. Donc, tout était géré par l'État. Et voilà que Koutch et machin arrivent, Gorbatchev arrive et dit non, il nous faut changer ça, il faut que les choses se libèrent un peu. Et c'est ce qu'on a appelé la perestroïka. La perestroïka, c'était une période de 1985 à 1991. Et les choses se sont accentuées à partir de la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin qui a permis la libération des États. Et c'est ainsi que, par exemple, l'Ukraine est devenue un État indépendant, tout comme la Moldavie et tant d'autres. Mais c'est à partir de la perestroïka que tout ça s'est provoqué. Alors, les choses allaient tant bien que mal. Mais vous savez que la politique est menée par des hommes. Et là aussi, il y a des passe-droits qui sont accordés à certains. Et c'est ainsi qu'on appelle ceux qui bénéficient des passe-droits de l'État des oligarques. Et ces oligarques, en quelque sorte, gagnent de l'argent, mais se tiennent à la disposition de dirigeants pour apporter leur contribution financière pour permettre à l'État de faire ce qu'il a à faire. Il faut bien comprendre que sortir de l'Union soviétique où chacun prend ses aises, il est évident que ça laisse que des traces. Et comme dans ces pays, il y a ceux qui réussissent mieux que les autres, il a fallu qu'ils se rapprochent d'un gros. Et ces pays, anciens pays de l'Union soviétique, ont rejoint l'OTAN. Au départ, l'OTAN était composée de 12 États. Actuellement, il y a 29 États qui font partie de l'OTAN et de nombreux anciens pays de l'Est. Et c'est ce qui dérange M. Poutine actuellement, qui veut reconstituer l'Union soviétique. Parce qu'il a dans sa pensée de son histoire personnelle, de tout ce qu'il a su sur l'histoire de l'Union soviétique, dans son esprit que c'est l'Union soviétique qui doit être reconstruite pour redevenir une grande puissance, puisque l'URSS, comme vous le savez, la Russie particulièrement, est le plus grand État en termes de superficie. Donc pour lui, il doit reconstituer tout ça et peut-être même partir à la conquête d'autres terres. Et c'est là où le problème se pose. Et dans le domaine de ce conflit qui se trouve actuellement sur les territoires de l'Ukraine, il y a un problème qui se pose et qui est considérable. L'Ukraine est certes un pays dans l'Europe, mais qui n'a pas adhéré à l'Europe, alors qu'il aurait pu le faire. Mais il y a eu quelques quand même réticences pour ne pas chagriner, en quelque sorte, les responsables de la Russie. Et c'est sur ce que se base M. Poutine, qui fait comprendre que l'Ukraine n'est pas dans l'Europe, n'est pas un membre de l'Union européenne, et l'Ukraine n'est pas non plus un membre de l'OTAN. Pour lui, l'Ukraine reste toujours dans la partie URSS, donc sur le territoire de la Russie, et veut reconquérir ce territoire. Il a déjà fomenté avec des séparatistes, notamment en Crimée,
dans d'autres petits morceaux de l'Ukraine pour les faire quitter l'Ukraine pour revenir vers lui. Il en a réussi, Donbass notamment, et la Biélorussie, tout ça sont repartis vers l'URSS. Et donc, à partir de ça, il dit qu'il faut consolider tout ça. Alors, il déclare la guerre à l'Ukraine pour reconquérir l'Ukraine. Et en même temps, il fanfaronne. Pourquoi il dit qu'il fanfaronne? Il sait que l'OTAN ne peut pas intervenir parce que les accords de l'OTAN, notamment dans son article 5, dit que l'OTAN ne peut intervenir que pour défendre un membre de l'OTAN. Et comme l'Ukraine n'est pas encore un membre de l'OTAN, l'OTAN ne veut pas se mêler militairement au conflit. L'OTAN peut aider matériellement, mais l'OTAN ne peut pas intervenir militairement. L'OTAN possède des millions d'avions, puisque 29 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, et tant d'autres États, l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui possèdent même des armes qui pourraient aller combattre en Ukraine, ne peuvent pas le faire parce que l'article 5 de l'Organisation de l'Atlantique Nord ne leur permet pas ça. Et quand Poutine monte ses bois parce qu'il sait que l'OTAN n'interviendra pas. S'il savait que l'OTAN avait la possibilité d'intervenir légalement, il aurait été plus discret. Alors, il fait ce qu'il peut parce qu'il a la capacité matérielle pour écraser l'Ukraine, malgré une résistance de l'armée ukrainienne. Mais c'est comme s'il dirait, où son petit chat, tu crois que vous mettez un lion, hein? Un chat ne peut pas gagner un lion. C'est ce qui arrive là. Et bien que les communautés internationales s'élèvent contre cette attitude belligérante de M. Poutine, ils ne peuvent pas intervenir militairement. Je précise bien qu'ils ne peuvent pas intervenir militairement. Et quand bien même le président de l'Ukraine souhaiterait que l'OTAN mette un espace protégé sur son territoire, l'OTAN ne peut pas le faire parce que la Russie considérerait que c'est une intervention militaire et cela pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il suffirait qu'un seul avion de l'OTAN survole le territoire ukrainien pour que la Russie déclare à la face du monde que l'OTAN l'attaque. Or, l'OTAN ne veut pas porter ce problème. C'est le cas de le dire. C'est pas que l'OTAN a peur de la Russie, hein. Il ne faut pas croire ça. Parce que la Russie est certes armée, mais l'OTAN est aussi armée. Et il y a des armes qui peuvent causer beaucoup de dégâts. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour que vous compreniez exactement pourquoi on n'intervient pas en Ukraine. Nous sommes Français et nous sommes membres de l'OTAN. En tant que Français, nous ne pouvons pas intervenir. Monsieur le Président Macron parle à la télé, parle à la radio, téléphone à tout le monde. Mais il est président de la France, mais il est également président du Conseil de l'Europe, le Conseil européen, pas de l'Europe, le Conseil européen
en tant que président du Conseil pour 6 mois. Donc, il a 2 casquettes, président de la France et président de l'Europe. Donc, il ne peut pas déroger à cette loi qui régit l'OTAN, notamment son article 5, qui interdit à l'OTAN d'intervenir dans des conflits autres que sur un territoire des 29 membres de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, je vous le répète, l'OTAN ne peut pas intervenir. La France fait partie de l'OTAN, la France ne peut pas intervenir. Le Canada fait partie de l'OTAN, le Canada ne peut pas intervenir. Les États-Unis d'Amérique, qui est le patron de l'OTAN, ne peut pas intervenir. Il y a également la Turquie, il y a d'autres pays membres de l'OTAN qui sont des pays armés qui ne peuvent pas intervenir parce qu'ils sont membres de l'OTAN. Et quel que soit le pays de l'OTAN qui interviendrait sur le sol ukrainien, cela déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Et personnellement, je ne suis pas partisan d'une guerre. Je ne suis pas partisan de la Troisième Guerre mondiale. Guerre mondiale, ça veut dire que tous les pays peuvent s'embraser. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a pris du temps pour tout reconstruire, pour mettre en place des infrastructures, etc. Quand vous êtes en guerre mondiale, tout peut arriver. On peut détruire tous les chemins de fer, on peut détruire tous les bâtiments qui font le trafic maritime normal, on peut détruire les avions civils, on peut tout détruire. On est en guerre. Alors c'est pour ça que l'OTAN et les gens de la sagesse, notamment le président Macron, veulent éviter l'embrasement. Et c'est sur ça que je vous dis que M. Poutine fanfaronne en sachant que l'OTAN ne peut pas intervenir. Non pas que l'OTAN ne veut pas intervenir, mais l'OTAN ne peut pas intervenir. Et on va trouver certainement un moyen pour arrêter M. Poutine. Déjà, on le fait sur le plan financier. Les banques ferment, on assèche économiquement la Russie, mais la Russie n'est pas quand même exergue au point où il ne peut pas encore tenir pendant quelque temps. Ça peut durer encore peut-être des années, puisqu'ils ont rassemblé des moyens, ils ont amassé de l'or, et la Russie a quand même des ressources énergétiques, notamment le pétrole, le gaz qu'ils vendent. Et on a besoin de tout cela. Comme vous le savez déjà, le prix de l'essence a augmenté, le prix du gaz a déjà augmenté, et autres choses vont augmenter, notamment les produits agricoles, puisque l'Ukraine est un pays qui produit beaucoup de blé, et la Russie également produit beaucoup de blé. Et nous dépendons de tous ces produits pour notre alimentation. Donc, c'est ça qui se passe. Est-ce que nous allons nous en sortir sans trop de fracas? C'est ce qu'on peut espérer. Mais M. Poutine déclare qu'il ne s'arrêtera pas tant que les objectifs qu'il s'est fixés ne seront pas atteints. Est-ce qu'il le dit parce qu'il est un brin de folie? Ou est-ce qu'il est réellement convaincu qu'il atteindra ses objectifs? Seul cet individu peut le penser dans sa tête. Nous sommes persuadés malgré tout qu'il va avoir un grain de sable en Russie même, puisque le peuple russe n'est pas informé de ce qui se passe. On désinforme et on interdit d'informer. Par exemple, Facebook, Twitter, tout ça, c'est interdit maintenant en Russie. Seuls les médias dépendant directement de l'autorité du Kremlin peuvent faire des informations, et que des informations qui ne sont qu'orientées dans un sens, pour faire croire au peuple russe que c'est l'Ukraine qui voulait attaquer la Russie. C'est totalement absurde, mais comme les gens sont formatés, et on a mis ça dans la tête
et que le président Poutine a les moyens de continuer à déverser ses propres propos sur les antennes, eh bien, le peuple ne connaît que ce que Poutine dit. Mais, comme je vous dis, même dans une armée sage et bien tenue en main par Poutine, il peut y avoir quelques généraux qui peuvent se soulever contre Poutine. Ça peut arriver. Tout comme dans l'OTAN, ça ne veut pas dire que tous les généraux américains acceptent ce qui se passe. Hein. Ça peut se faire très bien qu'un petit groupe de généraux américains décide de monter un coup contre l'Union soviétique, contre la Russie, et aille quand même combattre la Russie en Ukraine. Hein. Ça peut arriver. Et tout ça, il faut l'éviter. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je pense que vous êtes bien défoulés dimanche dernier avec les derniers jours du carnaval qui était malgré tout très court. J'ai regardé à la télévision, puisque je ne suis plus en âge pour aller débouler, comme vous savez, j'ai 80 ans maintenant, je vous l'ai dit. Mais je regarde à la télévision et je me réjouis quand même de voir que la population s'est donnée à cœur joie pendant ces quelques jours. Cela a permis peut-être de recharger les batteries. Et comme nous entrons dans la période de sagesse qui est le carême, nous avons tout le temps pour réfléchir et pour prévoir après le carême, dès les fêtes de Pâques, comment on se remet réellement en selle et pour affronter les durs problèmes que nous aurons à faire face après ce conflit. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours le sanitaire qu'il faut respecter et observer. Le président et son entourage, le Premier ministre, annoncent que nous pourrions être libérés de certaines contraintes à partir du 14 mars. Être libéré de certaines contraintes ne veut pas dire pour autant libéré de tout. Hein. Nous avons une pandémie, nous avons une maladie qui n'est pas encore complètement éradiquée. Donc nous aurons encore des précautions à prendre pour ne pas remettre cette maladie en vigueur, reprendre de la vigueur. Alors laissons cette maladie quitter nos territoires tranquillement en respectant les clauses qui nous ont fixées, les clauses barrières, comme on dit, la distanciation, le port du masque, le lavage des mains, pas d'embrassade. Il y a des gens qui s'embrassent quand même, hein, mais c'est une recommandation. Pas d'embrassade. On ne peut pas embrasser avec un masque. Hein. C'est ça le problème. Et l'homme est ainsi fait. Hein. Il a besoin d'être solidaire, il a besoin d'amour, il a besoin de caresses, il a besoin de plein de choses. Tout ça manque. Mais malgré tout, il faut le faire avec précaution. Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, ce que je voulais vous dire. J'espère que samedi prochain, nous aurons des nouvelles plus agréables. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end. Vous êtes autorisé à aller prendre un bain de mer. Hein? Allez-y à la plage. Vous n'êtes pas autorisé à faire la fête sur la plage, mais vous avez le droit d'aller à la mer, prendre un petit bain de mer. C'est très bien. Il y a beaucoup de gens atteints d'arthrose. Il faut aller au moins faire un petit peu de natation, de gymnastique dans le sable pour vous remettre en selle. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.